Aujourd'hui, un programme double de Meurtre et Popcorn. 2 films d'horreur marquants. D'abord, A Nightmare on Elm Street, qui s'inspire de récits réels d'une mystérieuse épidémie de cauchemars mortels. Ensuite, Misery, basé sur le roman de Stephen King, qui s'inspire d'une véritable infirmière meurtrière qui a fait des dizaines de victimes. Tu sais, Johnny Depp dans Chocolat, Johnny Depp dans Don Juan de Marco. Johnny Depp dans le Hey, temps on qui- pourrait faire un Johnny Depp and Popcorn. Ouais, mais vous le faites ça. Mon Dieu, Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Adam! Oh my God. Ben Adam, il va peut-être être d'accord avec vous Johnny autres. Là. Ça. Johnny Depp. Je suis tout seul. Adam, c'est sûr qu'il va dire. J'ai plus d'alliés ici, là. Colin. Alors, toute l'équipe est réunie pour un autre épisode de Meurtre et Popcorn. Il y a Marie-Christine Huard à la recherche. Bonjour. Qui, je le rappelle, a un micro cette année. C'est un gros changement. Comment tu trouves ça avoir un micro? Ah, mon Dieu, c'est... Ah, je suis tellement contente. On a quand même passé une saison à te forcer à crier pour te faire entendre. Oui, pasteur, faut que je baisse le ton puis que c'est je ça, me calme puis que j'apprenne des techniques. Mais tu sais que de t'as des micro. fans, hein? Parce que tout le monde était comme, faut que Marie ait un Oui. micro. Puis quand on a fait Oui. Comic-Con, où je me souviens plus trop l'autre apparition publique qu'on a Horreur fait. Québec. Horreur Québec, Oui, oui. c'était comme, c'est elle, Marie. Là, tu, Ouais. oh ouais! Fait que Ouais. là, elle est rendue comme elle a des fans, elle a un Oui. public. Oui. Fait que c'est ça. Elle existe vraiment, la gang. Ben oui, tout Vous à la fait. voyez pas encore, mais Non. on a un petit thinking en arrière de ça pour. Ouais. Comment tu trouves ça, parler dans un micro? Ben, je trouve ça le fun, mais j'ai toujours l'impression que je parle trop. Fait que c'est pour ça que je suis pas devant les caméras assis à la table comme on l'a demandé. Ben, c'est ça. Parce Mais on va peut-être la faire on se apparaître rendrait d'une jamais. certaine façon, éventuellement. Il y a Adam Brisson à la réalisation que je salue Adam! également. Oui. Adam qui s'applaudit tout seul. Et puis, C'est autonome. et puis Olivier Simard aux réseaux sociaux. Oui! Voilà. Que personne n'applaudit parce que là, il Parce vient qu'il est juste de parti. partir. Mais, Yeah, OK. Olivier. Hey, aujourd'hui, c'est un programme double. Tu sais, Oui, à l'époque, il y c'est la avait ça. première fois qu'on fait ça. Puis il y avait ça, il me semble, à la télévision, un programme double. Là, tu sais, t'avais 2 films Ouais, ou au comme au cinéma. Cinéparc. Au Cinéparc. Au Ben oui, Cinéparc. au Cinéparc, programme double. Au oui. Cinéparc! Tu Ah l'as non. fait comme tellement intense. Oui. Non, mais Cinéparc, moi, j'adore ça, aller là. Ben, écoute, moi, j'ai réappris que ça existait récemment, mais oui. Mais Hey, je peux-tu compter une anecdote de Cinéparc? Oui, vas-y. Nous autres, quand on va au Cinéparc de Saint-Hilaire, qui est un pas pire, quand même cool cinéparc. Mm-hmm. Puis, on y va avec notre van. Tu sais, on a une caravane. Là. Oui. Fait qu'on y va Ben avec oui. notre van. Et Patrick, un soir, on conduisait pour se rendre au cinéparc. Puis, à Saint-Hilaire, il y a comme une petite cabine où ce que tu payes ton billet, il faut que tu rentres en dessous d'un truc avec ton char. Oui. Mais nous autres, on a une van. Puis Patrick, il a comme pas calculé la hauteur. Ah, il a ouais. tout arraché, le top de la cabane. Ah, ben oui. Et là, il y avait un line-up en arrière de nous autres, puis la van a resté jamais. Ouais. Et là, le monde klaxonnait, puis le monde sortait de leur char pour voir ce qui s'était passé et découvrait que c'était Patrick Huard qui Ben oui. était Ben oui. au volant de la vanne qui a arraché le toit de Saint-Hilaire. Donc, puis Ah le ouais. propriétaire est venu nous voir en petit kart, puis c'était épique. Mais c'est moins pire quand même que si vous aviez essayé de rentrer en le cachant dans le coffre, là, mettons, tu sais, pour pas Comme payer dans un le billet de vieux plus, temps, comme dans là. le vieux temps quand on Mon le père, cachait. il faisait ça Ben avec oui. moi. Moi, j'aimais ça. Là. Je me sentais comme une criminelle. Ah oui. Il te cachait dans le coffre? Ben oui. Hey, j'ai fait ça souvent. Ton père t'a caché dans le coffre du char? Oui. T'as OK. jamais fait ça, toi? Non. Mais mes parents m'ont jamais mis dans un coffre de ben char. moi, mon- Trop grand. Je sais pas. Mais moi, Tu j'ad- rentrais pas, Seb. T'es trop long. Ah non, il y a ça. Il y a ça. Mais Ouais. moi, j'adorais ça. Je trouvais ça. On dirait qu'on était dans un film. Ouais, là. ouais. Puis là, je Alors- sortais. Puis en tout cas. Alors, quoi, non? Non, mais je sortais de la valise après. Puis Mais j'étais toute j'espère. contente. Puis Je j'étais passais pas le fière. film dans la valise, au moins, là. Je sortais de la valise après le film ou avant? Juste avant? Mais non, mais avant, là. Sinon, ça aurait été un peu indigne. Ouais. Bref, programme double parce Oui. qu'on va. Ben, est-ce que j'annonce déjà le deuxième sujet? Oui, je pense que oui. Ben oui. Le deuxième sujet sera la série des films A Nightmare on Elm Street, donc Freddy Krueger, parce que oui. C'est basé sur des histoires, une histoire vraie en particulier. Qui est un de tes personnages préférés. Oui, moi, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour Freddy parce que je sais pas pourquoi, ça m'a beaucoup marqué dans mon enfance. Puis je connaissais, en fait, un de mes amis au primaire
Son père était producteur, puis c'était lui qui distribuait les Freddy au Canada. Ah, wow. Fait que j'avais pas le droit d'écouter ça, mais j'allais chez lui, puis écoute, dans une grande maison à Westmount, là, visiblement, ça a bien marché. Ça va, Adam vient à tes souhaits, Adam? À tes souhaits. OK, c'est ça. Et puis, et là, il y avait tous les items de Freddy, tout ça, fait que ça m'a vraiment beaucoup marqué. OK. Plus que d'autres personnages de films d'horreur. J'aime beaucoup Michael Myers aussi, mais tu sais... Mais ça, c'est mon préféré à moi. Tu vois, moi, j'ai comme une hésitation parce que Freddy, c'est quand même... Il y a quand même le côté où il parle, il y a comme de l'humour là-dedans et selon moi, un grand acteur derrière tout ça qui est Robert Englund. Mais on y reviendra en deuxième partie de ce programme double. Oui. Car la première partie sera Misery. Misery, bien sûr. Écoute, c'est un livre de Stephen King. Oui. Un film également, réalisé par Rob Reiner, c'est ça? Oui, Rob Reiner qu'on a vu réaliser Spinal Tap, qui est un de mes films préférés. C'est un faux documentaire sur un band, là, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est tellement bon, là. Ouais. Ça, là, à un moment donné, quand on fera un Rock et Popcorn ou quelque chose du genre, tous ces films-là, des faux documentaires, là, Spinal Tap, c'est anthologique, là. C'est épique, là. Toutes les bands ont vu ce film-là. Puis même nous autres, quand on allait en tournée, des fois, je l'amenais puis on regardait le film, toute la gang, après un show. C'est Spinal Tap. Fait que c'est Rob Reiner, puis il a réalisé aussi Stand By Me. Oui, c'est un grand... aussi de Stephen King, Stand By Me. Ouais. Puis, mais c'est un grand réalisateur qui a fait Misery, qui je trouve qu'il a fait du crise de bon travail. C'est, dans le fond, il y a deux adaptations extraordinaires de Stephen King. Il y a The Shining, mais Stephen King déteste le film de Stanley Kubrick. Il le déteste parce que Stanley Kubrick a pris des libertés. Il a changé des éléments dans le livre. Il a modifié. C'est tellement un bon film. Mais moi aussi, écoute, c'est un de mes films préférés. Et honnêtement, moi, je considère, et c'est jamais le cas, que le film est meilleur que le livre. Christine? Stephen King a d'ailleurs refait Shining. Oui, je sais. C'est ça. Avec un autre réalisateur à son goût, je dis entre guillemets, à son goût. Et c'est on en a entendu parler full. Non, je l'ai vu. Ça a été fait pour la télévision. Ça dure comme 4 heures. Et c'est mauvais, mais comme dans mauvais. Là. C'est weird, hein? C'est étrange, ça, ce phénomène-là de quand tu fais un succès puis tu fais un si bon film... puis que tu l'aimes pas, mais que tout le monde l'aime. Oui, c'est le seul à pas l'aimer, mais c'est parce que, écoute, il a vraiment pris des libertés, Stanley Kubrick, mais en même temps, c'est Stanley Kubrick, c'est pas n'importe qui. Et il a changé différents trucs dans le film, entre autres par rapport au fait que dans tout le livre, il y a une fournaise là, qui surchauffe parce que le personnage de Jack Torrance, qui est Jack Nicholson dans le film, s'en occupe plus parce qu'il est dans sa psychose. Et donc, le livre... c'est super important parce que l'hôtel va finir par exploser. Tout ça a été éliminé du film. Et donc, ça a beaucoup choqué Stephen King. Mais Misery, par contre, ça, il adore évidemment l'adaptation, avec raison. Kathy Bates, qui joue le rôle de Annie Wilkes, l'infirmière complètement folle, qui, dans le fond, au début, elle sauve l'auteur Paul Sheldon. Ouais. Elle le sauve parce qu'il y a un accident de voiture, tout ça. Mais elle décide de le soigner à la maison et de le garder pour elle. Elle est un petit peu folle, la madame, là. Un petit peu folle. Kathy Bates qui a gagné l'Oscar pour ça. Puis ça, c'est très drôle. Hein? Tu sais qui a été pressenti avant Kathy Bates dans les actrices. Il y avait... OK, check bien, c'est une belle liste. Il y avait Jessica Lange. Ah oui, ça aurait pu être bon. Barbara streisand, ça, je comprends pas. Non. Mary Tyler Moore, maybe. Vicki Lawrence, Roseanne Barr, Rosie O'Donnell. Ben oui, ça marche pas. Là. Ben non. Jane Fonda, ça marche pas. Sigourney Weaver, ça marche pas non plus. Meg Ryan, encore moins. Mélanie Griffith, non. Jamie Lee Curtis. Non, mais non plus. C'était la bonne personne. Et la dernière, et non la moindre, Madonna. What the fuck? Madonna. Avec sa face actuelle, elle fait beaucoup peur, là, on se le dit. Oui, mais ça serait malade. On fait un remake de Misery puis on met Madonna. Ouais, avec sa face actuelle. Exact. Puis t'as même pas besoin de l'éclairer. Écoute, tout s'éclaire tout ça. En fait, t'as même pas besoin d'attacher l'auteur en question. Il va juste avoir peur de s'approcher d'elle. Mais exact. Ça, c'est un autre dossier. Et d'ailleurs, il y a d'autres acteurs parce que c'est James Caan, évidemment, qui a joué dans Le Parrain. Qui était vraiment bon. Dans les acteurs pressentis, il y avait William Hurt. On lui a offert 2 fois. Kevin Kline, Michael Douglas. Il était bon. Ça aurait pu être bon, oui. Harrison Ford, Dustin Hoffman, Robert De Niro. Tu vois, ça aurait tout pu être bon. Al Pacino, oui, mais Richard Dreyfuss, ça aurait été pas pire. Gene Hackman, Robert Redford, non, en fait pas. Denzel Washington, non. Bruce Willis, peut-être. Bruce Willis l'a joué
À Broadway. À Broadway, c'est ça. Oui, toi, tu l'as vu? Non, j'ai pas vu la version de Bruce Willis, mais à Broadway, en fait, ça a duré quelques temps. Moi, j'ai vu la pièce de théâtre à Montréal. Ça a joué, écoute, peut-être 2 soirs. C'était en anglais et c'était le fun parce que moi, c'est un de mes livres préférés. Fait que j'ai demandé à tout le monde si tu veux se souvenir avec moi, tout ça. Fait que finalement, je suis allé tout seul. Oui. Puis, mais finalement, il y a aussi Warren Beatty qui devait l'incarner. Il a même travaillé sur ce scénario pendant des mois, puis finalement, il s'est retiré de la production parce qu'il était trop occupé avec Dick Tracy. Donc, les 2 acteurs principaux ont été les derniers choix, mais ça a été payant. Sérieusement, ça a été très payant, puis ils étaient excellents, les deux. Puis James Caan, il fait vraiment pitié dans tout ça. Là. Oui, tout à fait. James Caan, oui. Absolument, il joue les méchants puis tout ça. Mais oui, c'est ça. Là, c'est lui qui mange Tu lui donnes un câlin. Là, puis c'est ça qu'on en parlait avec Marie tantôt avant de commencer à tourner. Tu sais, quand moi, j'ai lu le livre, j'ai vu le film. Elle a juste lu le livre, elle n'a pas vu le film parce que tu disais que quand tu vois le film, des fois, ça... C'est trop de tension. Moi, quand quelqu'un est sur le bord de se faire pogner puis j'ai peur qu'il se fasse pogner, ça me fait monter mon angoisse. Ben, t'as bien fait. Parce que dans Misery, tout le long, oui. Moi, là, j'étais... Il veut se sauver. Il veut se sauver. Puis elle arrive tout le temps, la tabarnak. Ouais. Elle arrive tout le temps, puis t'es comme... Tu penses qu'il va être correct, puis tu sais, un moment donné, écoute... Non, c'est vraiment du grand jeu d'acteur. Puis dans le film, lui casse les pieds avec une massue. Dans le livre, c'est pas mal plus élevé. C'est ça, c'est une hache. Moi, je m'en souvenais plus. Là, je l'ai lu quand j'étais en secondaire 3. Elle lui coupe un pied avec une hache. Et des doigts avec un couteau de cuisine électrique, comme une mini chainsaw. C'est beaucoup plus élevé dans le livre que dans le film, mais les deux sont vraiment excellents. Avant d'arriver, en fait, parce que dans le fond, à un moment donné, il y a une scène dans le film où il découvre, parce qu'il sort de sa chambre en rampant, puis tout ça, puis il trouve un album de photos. Et là, c'est pas un album de photos, en fait, c'est des articles de journaux sur elle, sur l'infirmière Annie Wilkes. Et c'est tous des cas où des enfants ont été tués, des patients sont morts, surtout des enfants, là, principalement. Et elle a tout... En fait, c'est un scrapbook de serial killer qui trouve. T'as-tu pensé, t'es pogné dans cette place-là, là, puis tu découvres ça, là, c'est comme... Wouh, la ride va être longue et je suis isolée dans une maison dans le bois. Et là, tu as utilisé un terme avant de parler du vrai cas. Isolé, c'est une des passions de Stephen King, en fait, ou une obsession, en fait, plus qu'une passion. Là, c'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de ses livres qui portent là-dessus. Évidemment, The Shining, ils sont isolés dans un hôtel. Ils peuvent pas sortir parce que l'hiver, il y a trop de neige. Il y a Cujo, le chien. Ça, c'est dans une voiture. En fait, tout se passe dans une voiture où tu as une mère et son fils qui peuvent pas sortir de la voiture parce que tu as un chien enragé qui va les manger. Il y a beaucoup de huis clos. C'est ça. C'est vraiment un thème récurrent. Bon, évidemment, Misery, comme on l'a dit. Il y a The Mist aussi, c'est moins connu. Il y a un film... Le film est très bon, à part les effets spéciaux. Oui, c'est correct. Non, mais les effets spéciaux sont horribles. Non, mais tu peux pas regarder ça là. Les effets spéciaux gâchent le film, mais le film est excellent et ça se passe dans dans le fond d'un petit village et là, ça se passe tout dans un centre, une épicerie en fait, où il y a comme une brume qui fait que ils sont coincés là, puis là, ils doivent tous... en tout cas, ils ont tous des problèmes, puis ils vont tous s'obstiner, puis tout se passe à huis clos encore une fois. Et finalement, il y en a un qui s'appelle Jesse aussi, qui a été adapté en série télé. Et qui raconte l'histoire. En fait, ça commence, c'est un couple qui font l'amour, puis ils veulent pimenter leur vie sexuelle. Fait que le gars attache la fille au lit, puis ils sont dans un chalet isolé, puis là, elle est là, menottée, et le gars fait une crise cardiaque. Oh my God! Ça. Et c'est fou, ça! Oui, il a pogné là, puis je te dirais que ça... Comment je dirais bien ça? Ça se passe pas super bien parce que... c'est vrai, elle est menottée solide. Quand on fait des affaires... Il y a pas un meurtrier en série qui rôde dans cette histoire de Jesse, il me semble qu'il y a un meurtrier en série ou il y a un... Je me souviens même pas de ce bout-là. Moi, le bout qui m'a traumatisé, c'est parce que j'ai lu tous les livres de Stephen King, puis je l'ai lu comme très jeune. Mais tu allais dire, on pense pas à ça quand on fait ça, c'est ça que tu allais dire? Non, mais tu sais, quand on... capté la phrase. Des fois, dans des ébats sexuels, puis quand on a des genres de petites idées de pimenter nos vies, justement, là. Mais pas rien que ça, tu sais. Mettons... Juste en général, mettons, tu baises avec quelqu'un puis que la personne meurt pendant que tu baises. Oui, c'est possible. C'est arrivé souvent quand même. Ça doit être fréquent, hein? Ben, tu sais, je veux dire, ça...
Je te demande ça comme si tu avais déjà vu. J'ai jamais vécu ça, mais écoute, Seb. Seb. Non, j'ai pas. Non, mais je sais pas, ça m'a fait réaliser qu'on y pense pas. Mais non, mais moi, je dis pas qu'on. Faut pas que je pense à ça. En même temps, c'est une belle façon de mourir, là, si t'es en train de faire ça. Ben, complètement. Pour la personne qui meurt. L'autre personne, bon, moins le fun. Ouais, là, non, c'est ça. Ça dépend de tout ça. Ouais. Puis si toi, t'es pas attaché, ben tu peux appeler le 911 puis tout ça, mais ça, c'est un autre dossier. Ouais. Donc, oui. Et donc, Stephen King, c'est ça. Dans ces années-là, dans les années où il a écrit Misery, moi, j'ai lu une biographie non autorisée, mais c'est la vérité. Stephen King en a parlé souvent. Il y a eu d'énormes problèmes d'addiction. Oui, alcoolisme, mais surtout cocaïne. À la coke. Ouais. À la coke. Mais c'était comme grave, très grave. Là, il a arrêté après le livre Les Tommy Knockers. C'est un très mauvais livre de son propre aveu. En fait, c'est un livre que j'ai lu puis je l'ai pas compris. Puis lui, il l'a relu puis il a honte de ce livre-là parce qu'il se souvient pas du tout de l'avoir écrit. Il était tellement parti là, sur une balloune qu'il se souvient pas d'avoir écrit ce livre-là. Et il se souvient pas de bien des livres de ces années-là. Donc, Misery, je sais pas, il en a pas trop parlé, là, mais ce livre-là, il l'a souligné. Mais tu sais, ces grands livres comme Pet Sematary, que d'ailleurs j'ai le T-shirt ici, c'est le premier livre qui est très beau. Je l'ai lu quand j'avais 7 ans, ce livre-là, en demandant à mes parents, parce que je lisais des livres frissons, je sais pas si vous vous souvenez. Ben oui, des j'en frissons. ai lu plein, moi, de ça. J'aimais ça. Oui, mais là, Mané, tu vas aller à plus 7 loin. ans, j'étais comme, je voulais comme aller une step au-dessus. Puis là, j'ai dit, je prends-tu un livre de Stephen King? Puis mes parents, ont fait comme, ben oui, aucun problème. T'auras aucune séquelle à cause de ça. Wow. Fait que ça se passe bien. Et là là. Le Non, mais. step après Frisson, c'est Ça Stephen King. a été Pet Sematary, Wow. qui est un livre très Mais moi, tu épeurant sais pour un enfant que moi, de je 7 l'ai ans. pas lu, Les ce années livre-là, 80. parce que j'adore les animaux, puis je voulais pas. Ça, puis Cujo, là. Je veux pas lire ça parce que je veux pas que ça m'influence comme The Birds. Tu sais, j'ai pas vu ce film-là. Ça, c'est l'autre affaire. C'est Mais pour ça, ça que j'ai peur des oiseaux la maintenant. phobie des. Oui. Mais ça, on a réglé ça à Sandbanks. Oui, ben en fait, c'est que ta phobie vous des avez oiseaux. Mis, puis- vous avez mis des frites sur... je portais un chapeau parce que je peux pas prendre trop de soleil parce que j'ai un teint pâle. Je t'ai raconté ça. Vous avez mis des frites sur mon chapeau. Puis là, j'ai des mouettes qui m'attaquent. Puis évidemment, moi, je panique. Je me sauve dans ce temps-là. Mais attends, je vais régler. Non, attends. OK. Sébastien, il a vraiment une phobie pour vrai des mouettes, mais intense. Oui, là. c'est comme Puis des rats volants. Puis il y a full mouette à Sandbanks. Puis là, à un moment donné, moi puis un ami qui était là, j'ai dit, hey, on fait-tu quelque chose? On va aller comme si on allait à la pêche aux mouettes. Fait que là, l'autre, il me dit, t'as-tu du fil à pêche dans ta vanne? J'ai dit oui. Fait que là, je m'en vais chercher du fil à pêche. Et là, j'attache une frite. Et là, je dis, on va pitcher la frite. Pouf, loin, puis là, les mouettes vont aller là-dessus, puis après ça, on tire. Mais tu sais, il n'y a pas d'hameçon, rien, mais c'est juste drôle. Ouais. Fait que là, je me suis Comme dit, les ça Barbies. va faire une thérapie. C'est comme j'ai fait avec les Barbies. Exact. Mais Puis ça a été thérapeutique. Ben écoute bien ça ça. n'a pas été thérapeutique Non, parce que vous m'avez mis des frites sur la tête. Ben oui, fait mais ça, c'était drôle. Ça, c'était juste drôle. On Ben l'a oui. mis là, puis là, il y avait des mouettes qui allaient vers Seb. Mais après ça, tu l'as fait, puis ça t'aurait. Écoute, t'étais à un pied de la mouette, puis t'avais plus peur Ben, après. rendu là, c'est parce que, tu sais, vous m'avez demandé de filmer ça, mais moi, je sais pas que j'ai des frites sur la tête, là. Fait que là, tous les mois, à un moment donné, tu fais comme. Mais en tout cas, c'est moins bref, pire. c'était vraiment entertainant. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on parlait de ces problèmes de consommation. Ouais. C'est, tu sais, tout ce qui est neige dans The Shining, arrête de rire. Ça Tout- représente- non, mais ça représente de la cocaïne. Ouais, C'est ouais. la même chose. Il y a beaucoup de neige. En fait, l'accident de char dans Misery, c'est dans la neige aussi. Parce que Stephen King était vraiment prisonnier de ça. Ouais. Et, tu sais, puis alcoolique au point de boire du rince-bouche, là. Il calait des bouteilles de rince-bouche à un moment donné parce que sa femme J'ai de la cachait. misère à comprendre ça. Ben, sa femme cachait l'alcool, parce qu'à un moment donné, tu sais, ça affectait beaucoup sa vie de Fait que je famille. peux comprendre qu'il était un peu fucké puis de penser que The Shining, c'était pas bon, de Kubrick. Ça se Tu sais, pourrait à un moment que, donné, quand t'es rendu, tu bois du scope, là, c'est parce que ça va pas. Là. ça allait pas. Non. Alors, à l'époque donc de Misery, il vivait aussi, tu sais, il était au top de sa popularité, fait que ça représente aussi ce que il vivait par rapport à certains fans et leurs attentes. Fait que le personnage de l'infirmière, Annie Wilkes, Ouais. c'était comme, mettons, ses fans qui en demandent toujours plus, puis là, est-ce qu'il va réussir à livrer... C'était le- thérapeutique pour lui. Oui, parce Ouais. est-ce qu'il va réussir à livrer le roman que ses fans veulent ou Ouais. est-ce qu'ils vont pas aimer le prochain? Fait que c'est exactement l'histoire du film Misery parce qu'elle force à réécrire un livre. là. C'est ça qu'elle fait. Elle le garde chez eux parce qu'elle aime pas son dernier livre où il a tué son espèce d'héroïne Ouais. sur qui elle a tripe. Puis elle le garde là, puis c'est comme tu vas taper le livre, puis tu vas changer la fin pour corriger les affaires. Bon. Fait que ça, c'est pour l'aspect qui est fiction. Maintenant, la réalité. Maintenant, la réalité. La réalité dans tout ça. Ben écoute, il y a eu plusieurs cas quand même d'infirmières
ou d'infirmiers qui ont tué des patients. Là. Ouais. C'est quand même répertorié, mais il y en a une qui ressort vraiment du lot. Et c'est elle qui a inspiré. Jones. Ouais, parle-nous de Janine Jones qui a inspiré Rob Reiner. Ben, en fait, c'est ça. C'est même sur le DVD de Misery, Rob Reiner mentionne que comment on dit? Annie Wilkes. Annie Wilkes oui. est librement inspirée de Janine Jones, qui est une folle, là, genre une infirmière. Ben, tu sais, ce qu'on voit dans le film un peu, là, qu'elle a tué du monde, les enfants. Et c'était surtout des enfants, hein, je pense. Dans le film, elle regarde des découpures de presse où on voit qu'elle a tué différents patients. Puis quand il voit ça, il sait déjà qu'elle n'est pas bien. Puis là, il réalise. Puis elle, ben écoute, c'est une infirmière qui a tué près de 60 nourrissons. Ah! C'est là, tu sais, on parle. Nourrissons, là, c'est moins de 2 ans. Là. C'est ça. jeune. Là. Mais ça, tu sais, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, il y a des tueurs en série. On parlait de Richard Ramirez, qui a fait 11 victimes. C'est dégueulasse, mais imagine des bébés. 60 victimes. Mais c'est des bébés, t'as-tu pensé? Oui. C'est cruel. Puis elle aurait injecté, en fait, une genre de formule. Je sais pas si tu peux un peu nous l'expliquer, peut-être, Marie-Christine. Quand il y a une opération, on vous donne 2 produits en général. Il y en a un pour l'anesthésie et il y en a un qui est paralysant parce que, de ce que j'ai compris dans mon doctorat, c'est que, c'est que le corps a des réflexes. Donc, si je t'ouvre avec un scalpel, même si c'est endormi ou gelé... Les nerfs, genre. Les nerfs, ben, tu vas vouloir me frapper. Ou ça se peut que ça te réveille. Ou, bon. Donc, c'est ces produits-là mis ensemble qui font bien fonctionner. Et elle, c'était son produit préféré. Mais ce que ça fait, c'est que ça... tu restes conscient, mais paralysé. Sauf que la paralysie, ça paralyse aussi les muscles respiratoires, le cœur, le cerveau, donc les bébés. Les pauvres bébés. Ben oui, non, c'est les bébés, je veux dire. Ils tombaient en détresse respiratoire. Ils s'en allaient à l'hôpital parce qu'elle était dans une petite clinique ou un petit hôpital, whatever. Ils s'en allaient en urgence pédiatrique et ils mouraient. Oui. C'est ça. Mais le lien, avant qu'ils fassent le lien, ça a pris... c'est ça. Écoute, on parle de tueurs en série, c'est une tueuse en série, puis c'est 60 enfants, c'est 60 bébés. Là. C'est sûr que, tu sais, on est tout le temps plus porté à parler justement des serial killers comme Jeffrey Dahmer, Richard Ramirez, BTK, puis tout ça. Mais ça, là, c'est pire. C'est pas pire, c'est tout dégueulasse, là, mais je veux dire... C'est plus, en tout cas, en termes de victimes, c'est plus de victimes qu'à peu près tous les serial killers. C'est des serial killers de bébés. Tu sais, c'est comme arc. En plus, c'est une femme, ce qui est plus rare. Mais elle doit pas avoir d'enfant, c'est ça. Puis la façon qu'elle tuait ses victimes, c'est vicieux. Ouais. Elle avait une ascendance, elle avait un contrôle sur la salle d'examen. Tout ça est très... c'est pas comme je sais pas comment le dire. C'est pas comme quelqu'un qui rentre chez vous avec un couteau. Oui puis non, mais ça atteint la confiance. Oui. C'est ça. Ah non, totalement. Puis là, elle est en prison encore une fois. Je sais pas si elle est décédée, mais en tout cas, elle a eu 99. Elle n'est pas décédée. 99 ans de prison, c'est ça que j'ai lu? Oui. Voilà. Donc, 99 ans de prison pour cette femme-là qui c'est ça, qui peut être considérée comme une serial killer, puis qui a inspiré cette partie-là de Misery. L'autre partie est inspirée par la vie de Stephen King lui-même, ce qu'il a vécu, puis comment il se sentait emprisonné à la fois par la performance de créer un nouveau roman et son addiction où il n'arrivait pas à s'en sortir, puis ça s'est rendu loin. Il y a toujours eu la même femme qui s'appelle Tabitha King. Puis c'est elle, à un moment donné, là, il était plus... il était enfermé constamment. C'était juste pour écrire. Puis il avait besoin de beaucoup de quantités industrielles de coke pour la création. D'ailleurs, il a réalisé un film, Stephen King, qui s'appelle Maximum Overdrive. C'est un navet total. Mais juste le titre en est un. Oui. Maximum Overdrive. Ouais, c'est un bon point. Maximum Overdrive. C'est comme un... Ça parlait de quoi, donc, Seb? Écoute, je l'ai vu une fois, mais même lui, écoute, il se souvient même pas de s'être pointé sur le plateau, premièrement. Wow. Fait que, tu sais, il se souvient pas d'avoir écrit un livre, mais tu sais, puis on parle de livres de 600-700 pages, donc il a oublié le processus de création, mais il était tellement gelé sur ce plateau-là, il buvait de l'alcool pur, là, même des affaires de pharmacie. Là, l'alcool à friction. L'alcool à friction, oui, wow. C'est ça. Ça s'est rendu à un point où il a failli mourir à plusieurs reprises. Ben, c'est sûr, il doit plus avoir de foi, lui, là. Ben écoute, en 87, là, il a fait une cure.
J'espère. Et puis là, il est revenu, puis il se demandait, genre, je vais être capable d'écrire encore? Ouais. Parce que c'est ça, tu sais, à un moment donné, c'est comme tout le monde. C'était tellement habitué de consommer des quantités industrielles, puis là, c'est ça qui fait partie de ton processus créatif. Ben bref, mais il a prouvé, il a prouvé solide qu'il était capable de faire sans ça. Bref, alors voilà. Fait que, écoute, je sais pas. Ça, c'est pas mal Misery. Ça, c'était pas mal Misery. Hein? Ouais. Je pense que c'était pas mal Misery. Puis en tout cas, ben, ceux qui nous regardent sur YouTube, on a une belle photo attachante là, de l'infirmière en question. Là. OK, ça, c'est une femme? Ouais. Excusez, non, mais... non, mais excusez, là, mais la photo... Ouais, à gauche peut-être, à droite... c'est la même, là, elle est plus jeune. Ça, c'est une madame, ça. Ben oui, c'est une madame. OK, il va falloir... Attends, Adam, il va falloir que tu fasses un zoom, là. Puis que les gens qui nous écoutent en balado, là, ça vaut la peine d'aller voir ça. Là. On dirait pas. On dit, ben, regarde, on dirait une madame qui a fait de la prison avec d'autres madames. Avec d'autres, ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça, OK, parfait. Avec des cheveux courts, puis une face de bœuf. C'est ça, OK. Bon, c'est un programme double aujourd'hui parce que c'est ça, on avait du matériel là-dessus, mais on se disait, on n'aura pas assez pour faire un épisode complet. Fait qu'on tombe dans Freddy Krueger. Moi, j'adore Freddy Krueger, vraiment. Écoute, mais je l'adore, mais en même temps, il faut comprendre d'où ça part. Ouais. Parce que l'idée à la base, c'était que Freddy Krueger, c'est un pédophile. Donc, qui a été tué par des parents, brûlé, en fait, vivant par des parents d'un même quartier, parce qu'ils s'attaquaient à leurs enfants, et les violaient et les tuaient. Ce qui n'est pas nécessairement l'idée numéro 1 pour un personnage que tu veux que les gens apprécient, là, tu sais. Même pour un film d'horreur, la prémisse est un peu lourde, je te dirais. C'est dur à vendre aux diffuseurs. Là. C'est dur à vendre. Oui, mais c'était vraiment ça. Et il y a plusieurs cas dans l'histoire des États-Unis. On n'embarquera pas là-dedans, mais de gens qui se sont vengés eux-mêmes, qui se sont fait justice avec des pédophiles, pas de le brûler comme c'est le cas dans le cas de au Québec, tu peux penser à 7 jours du Salion, exactement. Qui était excellent, écrit par Patrick Sénécal. Oui, exactement. Mais c'est ça. Moi, tu vois, je ne savais pas avant de faire les recherches là-dessus, puis que tu me le dises. En fait, je ne savais pas que le personnage de Freddy Krueger, c'était ça. Oui. En fait, c'est qu'ils ont tranquillement tassé ça rapidement pour que ce soit plus... un tueur sympathique, là. Parce que dans le fond, dans le premier film... J'adore ça, un tueur sympathique. Ben, honnêtement, mais c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'humour, tout ça, mais dans le premier film, il parle pas beaucoup, là. Et il faut dire que dans le fond, il voulait engager le même cascadeur qui jouait Jason Voorhees dans les Friday the 13th, qui s'appelle Kane je vais le prononcer comme il faut. Kane Hodder, c'est ça? Kane Hodder. Il est connu. C'est un grand gars écoute, énorme. Il doit mesurer 6 pieds 8. Oui. C'est lui qui fait Jason, évidemment, mais Jason ne parle pas. Il fait juste avancer lentement avec un couteau. Et l'idée de base, c'était d'avoir ce gars-là ou une autre personne, mais qui n'est pas un acteur qui avait à jouer et à dire des phrases. Et finalement... Ben, c'est ça aussi. Puis Wes Craven, que j'adore, qui a réalisé un de mes films préférés. Qui est? D'horreur, qui est The Last House on the Left. Il voulait, pour le personnage de Freddy, qu'il ne porte pas de masque. Oui. Parce qu'il voulait faire différent de Michael Myers, puis Jason, puis tout ça. Là. Sauf qu'au départ, c'était pas prévu que Freddy, mettons, ait des lignes de dialogue et surtout pas que ce soit un gars comme Robert Englund. Robert Englund, là, pour ceux qui le connaissent juste parce qu'il a joué Freddy, c'est un acteur vraiment de formation. C'est un grand acteur. Il a joué au théâtre, il a fait des comédies musicales. C'est un gars qui accepte d'avoir été, on dit typecasté en anglais. Là. Je sais pas si ça serait quoi une traduction, là, mais tu sais, il est connu comme le gars qui jouait Spock. Là, là on est en Nimoy, il est connu pour le rôle de Spock. Puis aujourd'hui, dans le fond, Robert Englund... Il était dans V, hein? Il était-tu dans V? Il était dans la série V. Hey, moi, ça m'a marqué, cette série-là. Je me rappelle de ça, je l'ai revu des années plus tard, puis c'était encore plus fucked up. Mais V, c'était peurant. C'était peurant. Moi, j'ai regardé ça, là, j'étais jeune, là, puis... Mais lui, il jouait l'extraterrestre fin là-dedans. Exact. Lui, il jouait le fin. Un méchant fin. Un méchant fin, c'est ça. Fait qu'il avait zéro le profil d'être casté. Tu sais, si tu penses à Kane Hodder, là, et c'est comme on le dit, c'est un gars baraqué, genre un joueur de football de 6 pieds 8. C'était lui qui était supposé être Freddy. Robert Englund, c'est un gars qui est tout petit, il a les cheveux blonds, il a les yeux bleus, c'est pas du tout ça. Et quand Wes Craven l'a rencontré, il a vu de quoi dans ses yeux,
Puis il a vu de quoi dans son parler aussi, puis sa façon de sortir des phrases, puis il a changé d'idée complètement. Il a fait, OK, non, là, on a un personnage qui va pouvoir lancer des phrases à ses victimes, les écœurer. Tu sais, Freddy, il va faire plus que juste être un personnage qui marche comme Michael Myers puis qui dit rien. Là. Vraiment un gars qui, dans sa gestuelle, va être très théâtral. Et, puis il voulait pas non plus que ce soit un tueur au couteau. Fait que là, d'où la main avec les couteaux. Avec les fameux couteaux. Ouais. Il s'est inspiré d'une infopub pour ça, une infopub de couteau. Une infopub de couteau et sa propre peur de son propre chat. Ah oui, parce que son chat avait des griffes. Cool, ça. C'est ça. Ah, ça, c'est drôle, ça. Oui, et là, il a donc créé ce personnage-là avec son fameux chandail rouge. Ouais, j'allais, moi, ce chandail-là. J'aurais dû le porter. Tu aurais dû le porter, oui. Ouais, mais Nathan me l'a volé. Ah, OK, ton fils l'a volé. Mais bref, c'est ça, avec ce personnage-là, donc avec un chapeau, les lames sur sa main qui terrorise. Et Robert Englund, j'ai écouté un documentaire sur lui c'est vraiment un gars fascinant parce qu'il a fait plein de choses, c'est ça. T'sais, il était destiné, lui, théoriquement, à une carrière autre que celle d'être reconnu pour être Freddy. Là. Bien, on a vu sa popularité parce que quand on a fait le Comic-Con, on était sûr de le rencontrer, mais il y avait des line-up, puis c'était compliqué, puis finalement... J'ai vu son derrière de tête, là, j'étais content. Ben oui, c'est ça. On a ouvert le rideau, on l'a vu, mais t'as pas eu ta photo avec. Ben c'est pas grave, ce sera pour une autre fois, mais c'est ça. Donc lui, il était destiné, il jouait au théâtre, comme je disais, c'était un grand acteur, puis là, il a ce rôle-là. Il était devenu connu et très populaire dans la série V, mais là, ça a été... Freddy, ça a été autre chose parce que là, il a volé la vedette totalement. Ouais. Sauf que il s'était pas supposé arriver. Fait que les producteurs, pour le 2, ont voulu engager quelqu'un d'autre pour pas avoir à payer Robert Englund plus cher. Mm-hmm. Et à un moment donné, tout le monde a fait, ça n'a pas de sens. On peut pas faire ça. Là. Non, on peut pas changer Freddy. Fait que donc, évidemment, il y a eu plusieurs suites à ça. Et un truc intéressant que Robert Englund disait, c'est que la série des films de Freddy... il y a beaucoup de références homosexuelles cachées là-dedans. Ah ouais, hein? Oui. Et lui, il est fier de ça parce que c'était à l'époque, comme très tabou, particulièrement dans le deuxième Freddy. Ben, il y a Johnny Depp dans le premier qui porte un crop top. Oui, mais il y a ça. Mais ça, je pense que c'était à la mode à l'époque. Non, même pas? Non. Okay. Ben non, pas pour les gars. Sérieux? Je sais pas. Coton ouaté avec un crop top. Je sais pas, mais il est cute. J'ai une photo ici. Là. Ben, c'est le premier film de Johnny Depp. Là. Ben non, mais là, moi, je peux-tu juste vous dire que... Ouais. Moi, je tripais pas tant sur les Nightmare on Elm Street. Puis je te dirais même tellement pas que j'ai regardé juste le premier. Puis je l'ai regardé une fois que j'étais en amour avec Johnny Depp puis que je savais que c'était son premier film. Ah, OK. Fait que c'est juste à cause de Johnny Depp. Juste à cause de ça. Vraiment. C'est à cause de ça. Ouais. Je m'assume. C'est une bonne raison quand même. C'est une excellente raison. Là. Puis écoute, le premier, évidemment, c'est sûr que c'est le meilleur de la série, mais on reviendra dans le fond parce qu'il y a... Je vais l'afficher dans ma chambre. Merci de l'avoir printé. Ah oui? Hey, écoute, si tu veux une grande... Dans ta chambre, donc Johnny Depp, pour ceux qui veulent le voir. Il y a le numéro de ton chum, d'ailleurs. Ben oui, je sais, le numéro 10. Il y a le numéro 10. Bon, ben en tout cas... Donc, oui, donc, il cachait beaucoup de... Là, elle m'écoute plus pantoute. Hein, non, je regarde Johnny Depp. Moi, je parle, là, puis je parle tout seul. J'ai quelques photos de Johnny Depp. C'est parce juste... que c'est son premier. Marie, merci, t'es fine. Il faut que je me taise, puis je la laisse... Il est comme couché dans un lit en ce moment. Il y a une télé sur lui. Ça va être cool pour les gens qui nous écoutent en balado en ce moment. Au niveau... laptop. Vous irez voir les photos, c'est l'ancêtre du laptop, vraiment. Oui, il a c'est vrai. écran d'ordi, mais sur de lui, 1990. Ouais. C'est quelque chose. Fait que avez-vous fait le tour de Johnny Depp ou... écoute, il va revenir dans l'épisode, mais c'est pas grave. Vas-y. Mais dans le deuxième Freddy, où finalement ils ont réembauché Robert Englund, d'ailleurs, c'est pas un bon film, le non, deuxième. Johnny Depp est pas dedans. Non, c'est pas pour ça. Non, mais ça. Sauf que ça raconte l'histoire d'un gars qui est pas sûr de sa sexualité et tout ça. Et Freddy, quand il va dans ses rêves, c'est que des insinuations. Il lui met les doigts dans la bouche. Ben les doigts, en fait, évidemment, c'est couteaux. Ouais. C'est toutes des scènes qui sont à double sens, comme pour l'amener en disant, genre, mais pourquoi? De semi-séduction. C'est quoi qui s'est passé? Ça a été écrit comme ça. Puis Robert Englund, là-dedans, a eu beaucoup à dire au niveau du dialogue de Freddy parce qu'il voulait que Freddy interagisse vraiment avec les victimes. T'sais, il traite souvent aussi, quand il court après une fille, il la traite de « you bitch », puis c'est vraiment, c'est très hard, là, c'est très hard, ses propos. C'est un peu misogyne, hein, dans le 2. Dans toute la série, parce que Freddy, clairement, ils l'ont fait passer justement d'un pédophile à un gars qui tue des ados, mais qui les haït. Là. C'est vraiment... c'est quelque chose. Mais avec les gars, il n'agit pas comme avec les filles, si vous remarquez. C'est assez particulier. Fait que le 2 est pas très bon. Le 3, ils ont ramené... Ils ont ramené Johnny?
Non. Ah, non. OK. Heather Langenkamp qui jouait le rôle de Nancy dans le premier. Oui. Donc, c'était elle le rôle principal. Mais tu sais, quand je te dis Heather Langenkamp puis que je te dis Johnny Depp, tout de suite, c'est Johnny Depp que tu penses. Fait que c'est pas lui qui revient le droit. Qu'est-ce que tu faisais? Regarde, Marie, elle ferme les yeux parce qu'on est comme, on est pâmé un peu. Mais c'est pas grave, continue. On va parler de Heather Langenkamp. Bon. Ça aussi, ben, si tu demandes si c'est misogyne, généralement, les meurtriers sont misogynes. Oui, souvent. Généralement. Mais elle, donc, dans le fond, ils l'ont ramené pour le troisième. Fait que le premier film, le troisième film est très bon. Asti qu'elle m'écoute pas. Je t'écoute, je te regarde. Elle m'écoute plus. Bon. T'es-tu jaloux, Sam? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il est jaloux que je parle de Johnny Depp. Non, mais c'est parce que je m'en crisse de Johnny Depp, mais c'est correct, c'est pas grave. Johnny Depp, il fait ça. Il fait ça. Patrick, à chaque fois que je parle de Johnny Depp, oui, mais là, check où ce qu'il rend. Oui, hey, check écoute, là maintenant. attends une minute, là, je parle pas de là. Moi, je te parle de. Tu sais, Johnny Depp dans Chocolat, Johnny Depp dans Don Juan de Marco. Johnny Depp dans le Hey, temps on pourrait faire un Johnny Depp and Popcorn. Ouais, mais vous le faites ça. Oh mon Dieu, Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Hey, Adam! Oh my God. Ben Adam, il va peut-être être d'accord avec vous Johnny autres. Depp! Ça. Johnny Depp! Je suis tout seul. Adam, c'est sûr qu'il va dire. J'ai plus d'alliés ici, là. Colin! Johnny Depp qui était nombreux dans le temps qu'il avait encore des dents. Tout ça, là. Mais là, il s'est tout refait de faire les dents. Bon, ben bravo. OK. Bon, alors revenons à notre sujet. Il peut s'en acheter des dents. Johnny Depp, il y a un compte de banque en plus pour s'acheter des dents. T'as rendu compte? Il y a tout ça. Il y a aussi une fille qui a chié dans son lit, mais tout ça. Oui, mais elle était folle. C'est une autre affaire. Ben oui, c'est sûr. Ben, OK. Bref, est-ce qu'on revient à notre sujet ou on finit l'épisode sur Johnny Depp? Non, c'est correct. On va finir sur Johnny Depp, mais... Oui. Mais, OK, fait que là, dans le fond... Vous allez finir sur Johnny Depp. Non, mais... Comme vous voulez. Non, mais... Là, le monde doit se demander... Voyons, je recommence. Ouais. Le monde doit se demander... Pourquoi on parle de Johnny Depp depuis 10 minutes? Non, c'est pas ça. Attends. Non, ils le savent, les gens. Pourquoi que le monde... Non. Oui, vas-y, Annick. Premier mot. Le monde doit se demander... Oui. Mais c'est où la réalité là-dedans? Exactement. Dans Nightmare on Elm Street. Je voulais y arriver, mais c'est un peu difficile avec les interférences et tout ça. Vas-y. En fait, écoute, c'est quelque chose de vraiment élevé, là. Écoute, ça s'est passé, entre autres, il y a des gens du Cambodge, mais c'est en tout cas en Asie du Sud. Wes Craven a commencé à avoir cette idée-là parce que il y a eu, dans le fond, un génocide. Il y a des gens qui ont fui aux États-Unis en 1900. Dans les années 70, il y a eu beaucoup de séries d'articles là-dessus. Et ils ont tellement été traumatisés parce qu'ils ont vécu que plusieurs d'entre eux ont refusé de dormir. Mm-hmm. Et on le voit dans toute la série de films des Freddy. Tu vois les gens manger du café à cuillère, puis tout ça, puis essayer juste de tout pour pas s'endormir, parce que Freddy, évidemment, c'est le pire cauchemar de n'importe qui, puis c'est le cas de dire, c'est qu'il peut rentrer dans tes rêves et te tuer juste dans tes rêves, pas dans la réalité. Oui, mais là, quand on s'en venait tantôt en auto, moi puis Marie, j'y demandais, tu te souviens-tu la légende urbaine ou je sais pas, le mythe? Tu sais, quand le monde nous disait, si tu meurs dans un cauchemar, tu meurs dans la vraie vie. T'as-tu déjà entendu ça? J'ai jamais entendu ça. Tu sais, quand tu rêves, admettons, moi, j'ai jamais rêvé que j'étais morte. T'as-tu déjà rêvé que t'étais mort? Ben, visiblement, non. Je suis ici. Sans te réveiller. Sans te réveiller. Tu meurs dans ton rêve et t'es mort. Tu sais, parce que souvent, là, dans un cauchemar, moi, je sais pas si vous êtes tous comme moi, mais dans un cauchemar, je sais que je suis comme dans un cauchemar, je me réveille avant. Mm-hmm. Des fois, je les contrôle, je me dis, hey, là, je vais me réveiller. Je t'écoute. Tu m'écoutes-tu parce que je te parle puis tu lis tes affaires? Non, je pensais à Johnny Depp. Ben non, mais garde. On m'a parlé de Johnny Depp encore. Mais c'est important ce que je te dis. Oui, je t'écoute. Parce que je vais te nourrir en hypocondrie, là. Oui, OK. Vas-y. Parce que là, je suis faite, là. Ça se peut que je ne dorme plus à partir de maintenant. Ben, t'as une toune jamais dormir, fait que c'est correct. Ben non. Je ne veux plus jamais dormir, tu le dis dans une toune. Bon. Ben, OK. Put your money where your mouth is, là. Dors plus. Ben, tu sais ça, pense tu dis. à cette phrase-là. OK. Je pourrais... Écoute, attends. Qu'est-ce que tu faisais? I could put my mouth where the money is. OK. Johnny Depp doit avoir de l'argent. Oh, ben, il y en a moins qu'avant, en tout cas. OK, fait que, non, ce que j'allais dire, c'est que tu t'as jamais entendu ça, genre que si jamais tu meurs dans un cauchemar, tu meurs pas vrai? Non, j'ai jamais entendu ça. OK, ben moi, j'ai déjà entendu ça, puis j'étais sûre que c'était vrai, puis j'ai jamais rêvé que j'étais morte. OK. Puis là, récemment, j'ai eu un cauchemar, la semaine passée. Puis dans mon cauchemar, il y a quelqu'un qui me suivait, elle a dit c'est Jean Leloup, là. Mais c'est parce que c'était comme un long
personnage tout en noir, puis il y avait un genre de long chapeau haute forme. Elle dit, mais c'est Jean Leloup, mais en long. J'ai dit, non, c'était pas Jean Leloup. Slenderman, Jean Leloup. Slenderman, Jean Leloup. En tout cas, puis il me suivait, puis j'avais vraiment peur. Puis mon torse est venu vraiment crisper. Je me suis réveillée. J'étais sûre que je faisais une crise de cœur. Puis là, je me suis dit, est-ce que ça peut arriver? Là, je dis, Marie, cherche. Ben, est-ce que ça peut arriver, genre, qu'on meurt à cause qu'on a tellement peur dans un cauchemar et que tu fais une crise de cœur dans ton cauchemar et là, tu meurs pour vrai? Quand vos amis hypochondriaques vous disent, Marie, cherchez pas. Non, cherchez jamais sur Google. Non, parce que la réponse, c'est oui. Piège. Faites pas ça. Oui, d'ailleurs, il y a maintenant des pubs de pharmacie qui disent de ne pas googler vos symptômes parce que c'est très drôle. Je ne sais pas si tu as vu ces pubs-là. C'est des gens qui disent, bon, regarde, je vais te léguer ma montre en or, puis telle affaire, puis finalement, ils ont juste une infection banale là, parce qu'ils ont googlé comme tu fais. Ben, c'est comme moi, j'étais sûre que j'étais pour mourir il n'y a pas longtemps. Là, j'ai acheté une Rolex à Patrick parce que j'étais comme sûre que je mourrais. Oh my God. Non, mais c'est ça, j'étais un peu intense. Mais ça, il ne sait même pas. Fait que là, il va le savoir. Mais. Je comprends rien. Ouais, non, c'est pas grave. Okay. Mais là. Lui non plus. Non, mais. Tu sais, tu t'en fous de ce que je viens de dire. Tu te rends compte que dans un cauchemar, si t'as assez peur, tu peux mourir? Ben, je pense pas, mais c'est pas grave. Mais tu m'écoutes pas. Tu veux juste puncher qu'est-ce que t'as là? J'essaie de suivre l'histoire de la Rolex puis tout ça. Là, écoute, ben oui, mais je parle même plus de la Rolex. Là, je parle. Oui. Mais là, ce qui est arrivé, là, on va essayer de revenir. Les médecins ont appelé ça le Asian Death Syndrome, donc le syndrome de mort asiatique. Ça sonne un peu bizarre en français quand même, là. Mais c'est que, entre autres, il y a eu un enfant qui avait tellement des cauchemars troublants qu'il a dit à ses parents qu'il ne voulait plus dormir, que quelque chose le suivait, justement un peu comme dans ton cauchemar. Fait que ça, tu vois, ça s'apparente. Bon. Alors, il a essayé de rester réveillé plusieurs jours en ligne. Bon, pas moi. Quand il s'est finalement endormi, les parents ont fait OK, c'est terminé, tout ça. Mais ils ont entendu des cris dans le milieu de la nuit. Et quand ils sont arrivés dans la chambre de leur fils, il était effectivement décédé. Mais ça, c'est dû à quoi? Mais ça, c'est dû à cause qu'il n'a pas dormi pendant fucking longtemps. Il a eu peur. Puis il a eu peur, non? Alors, j'ai fait une recherche parce que je me disais, tu sais, combien de temps tu peux ne pas dormir? Oui, ça, c'est intéressant. Alors, la durée de survie sans sommeil varie d'une personne, évidemment, à l'autre, mais des études démontrent que des périodes prolongées sans sommeil peuvent avoir des effets graves sur la santé, évidemment, mentale et physique. En général, les gens peuvent rester éveillés pendant environ 11 jours. Wow. Juste ça? 264 heures. Ça? Non, mais... 11 jours? Ben, attendez, l'opinion, puis je vais vous conter de quoi après. Oui, vas-y. Avant de commencer à subir des conséquences sérieuses. 11 jours. Cependant, après 24 à 48 heures sans sommeil, des effets tels que la fatigue, des troubles de la concentration, hallucinations et problèmes de mémoire peuvent apparaître. Ben ça, donc, clair. et moi, j'ai fait à un moment donné à la radio, et ça a pris de l'entraînement avant. On voulait battre le record Guinness du plus long show de radio au monde, qui était je crois, c'était comme 96 heures. Nous, on voulait faire 102 heures parce que c'était la fréquence à l'époque, 102. Fait que des mois d'avance, à un moment donné, on fait comme... moi, je parle à mon médecin, puis tout ça. Puis là, il nous dit, ben là, regarde, il y aura pas tu peux pas boire de café. Ben non. Puis dans les règlements des records Guinness, on avait le droit de dormir 2 heures par bloc de 24 heures. Seulement 2 heures. Pas plus que ça. Fait que moi, pendant une semaine, non seulement j'ai commencé à 6 heures le lundi matin. Tu t'es entraîné? Oui, ben, en fait, il a fallu... Non, des mois d'avance, fallait boire des shakes de protéines, puis on a tout changé l'alimentation, puis tout ça. Puis je serais pas l'air de faire ça. Ben, honnêtement, ça a été très difficile. Là. C'est sûr. Parce que ce qui arrive, c'est que, pour l'avoir vécu, tu fais le premier bloc de 24 heures, là, tu vas aller dormir, mais tu es sur l'adrénaline. Fait que là, tu dors pas. Non. Surtout moi qui dors pas bien. Quand ça recommence, au bout de 48 heures, honnêtement, tu sens comme si tu avais pris comme 4-5 drinks, mettons, assez fort. Là. Mm-hmm. Tu te sens un peu sous. Là, tu vas dormir ton 2 heures, mais quand tu travailles dans ton 2 heures, t'es pas reposé du tout, t'as pas eu de sommeil profond. Là, tu commences à avoir des bouts où, écoute, autour du mercredi, jeudi, là, c'est plus trop si t'es endormi ou dans un rêve. C'est très fucké, là. C'est pour ça qu'ils torturent des gens comme ça à Guantanamo Bay, là. Ben, c'est Ils les empêchent de dormir en mettant de la musique forte parce que, genre, et rendu au vendredi, là, je savais plus où j'étais, je savais plus quelle heure il était, je savais plus ce que je faisais. On a eu une intervention. Quand est arrivé, quand on a battu le 96 heures, on était en direct à TVA parce que on avait battu le record, mais il restait comme 6 heures à faire. Là. J'étais à Denis Lévesque à l'époque. Là. En plus. Et tout ce que je me souviens, c'est d'avoir parlé de me rentrer des gousses d'ail dans le cul. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'était. Tu fait ça? T'étais à Denis Lévesque, c'est normal. J'étais à Denis Lévesque.
Et c'est parce qu'en fait, j'ai dit que j'avais perdu la voix. Puis il m'a dit, qu'est-ce que... En fait, puis la vérité, c'est qu'il y a un médecin qui est venu me donner des genres de stéroïdes, là. Puis là, il a dit, qu'est-ce que tu as fait pour ça? Et moi, j'ai répondu, mais j'étais plus là. J'ai dit, je me suis rentré des gousses d'ail dans le cul. À TV. Puis là, lui, il a réagi. Il a trouvé ça drôle, tu donnes les verres, c'est correct. D'habitude, c'est pour les verres, ça. Des quoi? Non, pour la voix aussi, j'ai entendu. Non, mais ma grand-mère, elle se rentrait des gousses d'ail? Non, elle disait que si tu as des verres, tu sais, des enfants, des fois, on a des verres. Quoi? Puis ils rentrent une goutte d'ail dans le cul. Je me sens pas bien. Non, mais non, ça a l'air que c'est bon pour. En fait, je sais pas si j'ai inventé ça, mais bref, rendu au vendredi, quand je me suis couché, finalement, parce que on l'a battu, j'ai dormi pendant comme l'équivalent de 2 jours. Je me suis réveillé, puis ça m'a pris 3 semaines de m'en remettre. C'était comme. L'effet sur ton corps est vraiment épouvantable. Et honnêtement, c'est dangereux. Fait que je recommande pas ça à personne. On mais fait plus ça, là. Non, jamais. Non, c'est ça. Fait que bref, c'est ça. Fait qu'il y a eu cette histoire-là qui a inspiré Wes Craven. De ces gens-là qui faisaient des cauchemars. Puis il y en a eu plus qu'un. Il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes dans leur sommeil sans explication logique. Puis à part le fait qu'il s'était empêché de dormir des jours avant et qu'il avait essayé de toffer le plus longtemps possible. Puis après ça, quand ils se sont couchés, ils sont morts. L'explication qu'on a eue dans l'auto, quand j'ai fait les recherches que je ne devais pas faire, c'est que les cauchemars peuvent faire monter ton niveau d'adrénaline. Ils montent l'hypertension. Okay. Ils te font faire de l'hypertension et tu peux avoir des troubles cardiaques qui mènent à la mort pendant que tu rêves dans ton sommeil. Vous pouvez, mais vous pouvez ne pas aussi vous réveiller. Okay. Là, les hypochondriaques, je suis désolée. Mais c'est ça. Puis moi, c'est ça qui m'est arrivé la semaine passée, c'est que vraiment, je me sentais là, toute la cage thoracique pognée. Mais là, tu as eu une autre explication pour ça. Mais en tout cas, oui. Puis je me suis réveillée, j'ai fait ça y est, je meurs. Puis là, je me suis réveillée, puis finalement, ça s'est détendu, mais c'était pas un feeling cool. Puis après ça, je me suis dit, hey, ça se peut peut-être que, tu sais. Puis après ça, j'imaginais juste, admettons, si j'étais morte, là. Ouais. Puis là, admettons, Patrick me trouve dans le lit, puis je suis morte. Mais l'explication, c'est bien morte dans son sommeil, mais personne ne sait que c'est à cause d'un cauchemar, là. Tu comprends? Fait que c'est. Mais comment ça s'appelle le phénomène? Moi, j'ai vu un documentaire là-dessus, ça m'est arrivé une fois, tu sais, où tu te réveilles, tu as l'impression que quelqu'un t'appuie sur le chest. Écoute, mon Dieu. Oui, je sais, c'est quoi ça? Paralysie. Paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil. Ça m'est arrivé. C'est peut-être ça qui m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé une fois, ça. Honnêtement, c'est le feeling le plus étrange du monde parce que tu te réveilles, mais c'est comme, tu peux plus bouger, puis c'est comme si quelqu'un t'appuyait. Mais c'était ça que ça me faisait. C'est horrible. Ah ben bon, c'est ça, c'est de la paralysie du sommeil. Ça, c'est... c'est dégueulasse, non, ça, c'est vraiment, vraiment pas agréable. Mais tout ce qui entoure, justement, fait que je mourrais peut-être pas. Je vais juste paralyser du sommeil. Ouais, mais c'est pas le fun. Je dirais que moi, ça m'est arrivé une fois. Ça se peut. Et tu t'en souviens, là, dans le sens que c'est pas comme si tu allais l'oublier. Non. Puis, dans le fond, ce qui a été habile de Wes Craven là-dedans, c'est vraiment de jouer sur ce qu'on contrôle pas, c'est nos rêves. On n'a aucun contrôle là-dessus. Non, mais ça, c'est écœurant comme prémisse. Là. Ben oui, fait que d'avoir un tueur qui peut seulement avoir accès à toi dans tes rêves et toi, tu peux en même temps aussi te sauver de lui de manière originale, dans le sens que parce que tu as un certain contrôle aussi quand tu rêves. Ça a été génial, c'est pour ça que Freddy est devenu une icône des années 80-90 et même encore aujourd'hui. Là. Mais tu sais qu'est-ce qui est encore plus hot que Wes Craven a découvert? Je sais pas. Johnny Depp. Ah oui. Ah oui. Johnny Depp. Johnny Depp. Ouais. Oh my God. Ça, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Là. Fait que, merci tout le monde d'avoir regardé cet épisode et Johnny Depp, on te remercie. Même avec un crop top. C'est le seul qui peut être sexy avec un crop top. On va le montrer à l'écran, là, parce que l'avez-vous montré? Là, parce que non, je ne l'ai pas montré, mais juste le regarder. Je suis encore plus contente que tu le montres. Ah, bon, Adam est content. beau, Adam? Colin. Pour vrai, vous trouvez ça beau? Ben oui. Mais c'est parce que c'est John Je le montre, là. Wow. Bon, tu vois, regarde le petit ventre. Il y a du swag. Le petit ventre, oui, c'est ça. Je pense qu'on voit un peu son pénis aussi, honnêtement. Là, regarde. C'est pas vrai? On va l'entourer, oui. On voit une petite forme dans les pantalons. Là. Passe-moi ça. Bon. C'est toi qui l'as printé. Je vous la laisse. Fait que, c'est tout. Écoute, c'est un épisode double quand même de Meurtre et Popcorn. C'était 2 sujets. On pouvait élaborer pendant un certain temps, mais quand même, je pense que c'est intéressant. Puis aussi, on veut remercier Louis-François Marcotte parce que grâce à lui, on mange et on vit. Grâce à sa nourriture pendant qu'on tourne. On vit grâce à sa nourriture et on meurt dans notre sommeil chez Cheval, pour d'autres raisons. Donc, merci pour la bouffe de Louis-François Marcotte de chez Cheval. Oui. Et je finirai en disant 1, 2, Freddy's coming for you. 3, 4, better lock your door. 5, 6, grab your crucifix. 7, 8, gonna stay up late. 9, 10,
never sleep again. And 10, the Big Ten, Johnny Depp is there for you in heaven. Il s'en sortira pas.